Sherman Sizemore menait une vie paisible, un ancien mineur qui est devenu pasteur, qui était apprécié de tous, jusqu'à ce jour de janvier 2006 où tout a basculé. Voici l'histoire vraie d'un homme ordinaire confronté à l'impensable. Tout peut basculer en l'espace de 16 minutes. 16 minutes qui peuvent durer une éternité, comme vous allez le voir dans ce nouveau récit. Bienvenue à ce récit de l'ombre. Souvenez-vous de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, si vous aimez, mettez un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, car ça aussi, ça me fait très plaisir. Sherman Sizemore, 73 ans, est l'incarnation même de la virilité. Pendant des décennies, il a exercé l'un des métiers les plus dangereux au monde. Il était mineur de charbon en Virginie occidentale aux États-Unis. Au fil de sa carrière, il a frôlé la mort plus de fois qu'il ne peut s'en souvenir dans les profondeurs sinistres de la Terre. Des effondrements, des fuites de gaz, coups de grisou. Sherman voit tout, Sherman endure tout. Mais loin de l'avoir brisé, cette vie de labeur a forgé un homme d'une force et d'une résilience exceptionnelles. Quand l'heure de la retraite sonne, Sherman ne devient pas un vieillard acariâtre qui reste dans son rocking chair, bien au contraire. Cet homme au visage buriné dont la seule présence en impose choisit de devenir pasteur baptiste. Et donc, il excelle dans ce rôle, ses ouailles louent sa douceur, sa bienveillance, son écoute. Sherman est un de ces hommes qui vous réconforte d'un sourire et qui trouve toujours le mot juste pour apaiser les tourments de l'âme. Et que dire de sa dévotion envers ses petits-enfants ? Sherman, c'est le grand-père dont tout enfant rêve, complice, joueur, attentionné. Il est capable de tout laisser tomber et de mettre entre parenthèses ses obligations de pasteur dès que l'un de ses petits-enfants réclame sa présence. C'est un pilier pour sa famille, c'est un roc inébranlable sur lequel chacun peut s'appuyer. Mais en ce froid mois de janvier 2006, quelque chose change chez Sherman. Tout bascule un après-midi alors qu'il est tranquillement assis avec sa femme, Ruby, dans le salon de leur maison cossue. Soudain, sans crier gare, Sherman se met à hurler. Un cri glaçant, un cri terrifiant, comme si une vision d'horreur indicible se matérialisait devant ses yeux. Sa femme Ruby, effarée, tente de le ramener à la réalité. « Sherman, mon amour, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te fait si peur ?» Mais Sherman semble prisonnier d'une transe. Il a le regard rivé sur un point invisible, inaccessible à Ruby. Il faut quelques longues minutes pour qu'il émerge enfin de cet état second, et quand il reprend ses esprits, les mots qu'il prononce d'une voix blanche glacent le sang de sa femme. « Ruby, promets-moi que tu ne me quitteras pas, sinon ils vont me tuer, ils me tueront !»« Mais Sherman, qui ça ? Qui ? Sherman, dis-moi, qui ? Ils vont me tuer, je te dis, ils vont me tuer !» Quel est ce danger mystérieux qui semble tant terroriser Sherman ? Ruby n'en a bien entendu pas la moindre idée. Mais une chose est sûre, l'homme qu'elle a devant elle, hagard, fébrile, au bord de la rupture, ça n'est plus le Sherman qu'elle connaît depuis toujours. Et c'est le début de la descente aux enfers. Toute la journée, Sherman alterne entre des phases de lucidité relativement précaires et des crises de panique d'une violence inouïe. Il y a des épisodes où il hurle, où il se débat contre des assaillants invisibles, il supplie qu'on l'épargne sous le regard impuissant et terrifié de Ruby. Elle est tentée d'appeler les secours, mais quelque chose la retient. Elle se dit que peut-être que cet épisode surréaliste n'est qu'une parenthèse. C'est un mauvais rêve qui va se dissiper le lendemain matin. Après tout, on parle de Sherman, son Sherman à elle. C'est cet homme si solide, si maître de lui-même, qui a survécu au pire danger des mines. Il va forcément reprendre le dessus. Il va redevenir lui-même. Il faut juste tenir bon et laisser passer la tempête. Mais le lendemain, l'espoir cède la place à une angoisse sourde et oppressante. Car loin de s'améliorer, l'état de Sherman empire. Lui qui est réputé pour son énergie, son allant, est devenu méconnaissable. Il est prostré, le regard dans le vide, il n'a pas fermé l'œil de la nuit.
Ruby, épuisée, tant physiquement que nerveusement par cette épreuve, n'a plus d'autre choix que de se résoudre à appeler à l'aide. Elle commence par joindre leurs enfants et leurs proches dans l'espoir qu'ensemble, en famille, ils arriveront à comprendre ce qui arrive à Sherman et à le sortir de cet abîme où il semble s'enfoncer inexorablement. Mais dès que Sherman comprend que sa famille va débarquer, sa réaction est aussi violente qu'inattendue. Lui, qui d'ordinaire adore être entouré des siens, se met à hurler qu'il ne veut voir personne à part Ruby. Il se barricade dans leur chambre, en proie à une crise de paranoïa aiguë, persuadé que ses propres enfants et que ses petits-enfants adorés sont en train de comploter pour l'enterrer vivant. Lui, Sherman Sizemore, le patriarche aimant, respecté, sombre dans une folie que nul ne peut expliquer. Il y a une explication à ce naufrage, une explication terrible, une explication insoutenable qui remonte à quelques semaines plus tôt. Plus précisément au 19 janvier 2006, c'est le jour où la vie de Sherman a basculé dans un cauchemar éveillé. Ce matin-là, Sherman se rend à l'hôpital local pour une banale opération de la vésicule biliaire. Les médecins ont détecté chez lui une anomalie lors d'un examen de routine et ils ont recommandé une intervention chirurgicale exploratoire pour lever le doute. Sherman, en bon battant qu'il est, n'hésite pas une seconde, il a une confiance aveugle au corps médical et puis ce n'est pas une petite opération de rien du tout qui va effrayer un dur à cuire comme lui. Il en a vu d'autres dans les mines. C'est donc d'un pas assuré et d'un cœur léger qu'il entre au bloc opératoire ce jour-là, après avoir embrassé Ruby et sa fille qui était venue l'accompagner. Sur la table d'opération, il plaisante avec l'infirmière qui lui pose la perfusion, il échange quelques mots badins avec le chirurgien, et puis on place le masque sur le visage pour l'anesthésie générale. L'infirmière lui dit « Maintenant, Sherman, vous allez compter lentement à rebours à partir de 10. Vous serez endormi avant d'arriver à 0, bien entendu. » Sherman, confiant, s'exécute. Dans sa tête, il commence à égrener les chiffres. 10, 9, 8. Il sent un fourmillement dans tout son corps qui est signe que les médicaments commencent à faire effet. 7, 6, 5, 4. Ses paupières deviennent lourdes, très lourdes, plus que quelques secondes, et il sombrera dans une bienheureuse inconscience. 3, 2, 1, et puis plus rien. Le noir total, Sherman atteint le point zéro. Mais, contrairement à ce qui aurait dû se passer, il ne s'endort pas, non. À sa grande horreur, il réalise qu'il est toujours conscient. Conscient, mais totalement paralysé, incapable du moindre mouvement, incapable du moindre son, comme si son esprit était prisonnier de son propre corps qui est devenu, soudain, une prison de chair. Très vite, l'atroce vérité s'impose à lui. Ce qui s'est passé, c'est que l'anesthésiste a commis une erreur fatale. On administre 2 médicaments pour l'anesthésie. Le premier, qui est un médicament paralysant, pour éviter que le patient bouge sous l'opération. Et puis le deuxième médicament, qui est l'anesthésique, qui donc plonge le patient dans un sommeil profond et sans rêve. Mais l'erreur commise par l'anesthésiste a été d'administrer seulement le médicament paralysant et il a oublié le médicament anesthésique. Résultat, Sherman est condamné à assister impuissant et terrifié à sa propre opération. La seule chose qu'il peut bouger, ce sont ses yeux. Il peut les déplacer de gauche à droite. Mais on lui a scotché les yeux fermés, donc il ne peut absolument rien voir. Sherman pense alors, « Ok, on m'a administré les médicaments, ils agissent peut-être un peu lentement, et d'une minute à l'autre, je vais m'endormir, et puis tout ça, ça sera oublié. » Mais après quelques secondes, il entend les médecins et les infirmières dans la pièce. Il ne peut pas les voir à cause du scotch sur ses yeux, mais il les entend. Et il semble se préparer à commencer l'opération. Et lui, il est toujours éveillé. Sherman devient alors frénétique et il commence à bouger ses yeux de gauche à droite aussi vite que possible. Ce mouvement rapide des yeux finit par desserrer le scotch qu'il a sur les paupières et il crée une petite fente à travers laquelle il peut voir.
et ce qu'il voit le terrifie. Le chirurgien s'approche de lui, il enfile ses gants, puis il demande le scalpel. L'infirmière lui tend une lame métallique chromée et le chirurgien commence à inciser l'abdomen de Sherman. Sherman ressent absolument tout, mais ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est de bouger rapidement ses yeux de gauche à droite dans l'espoir que quelqu'un remarque qu'il est éveillé, qu'il ressent tout cela. Mais personne ne prête attention à son visage et personne ne voit les yeux bouger. Le chirurgien continue à inciser son abdomen jusqu'à ce qu'il ait pratiqué une ouverture suffisamment importante. Il rend alors le scalpel à l'infirmière et demande des pinces. L'infirmière lui tend ce qui ressemble à un instrument de torture et le chirurgien s'en sert pour fixer des segments de la peau de Sherman qui vient d'être incisé à son corps afin de maintenir l'ouverture. Puis le chirurgien commence à tirer sur les bords de cette ouverture dans l'abdomen de Sherman pour s'assurer qu'elle est assez grande pour qu'il puisse bien voir à l'intérieur de son corps. Chaque petit tiraillement envoie des éclairs de douleur dans le corps de Sherman, mais encore une fois, tout ce qu'il peut faire est de bouger ses yeux désespérément de gauche à droite sans que personne n'y prête attention. « Endoscope !» appelle le chirurgien et l'infirmière lui tend une caméra qu'il enfonce dans l'abdomen de Sherman. Puis le chirurgien demande l'aspiration et l'infirmière tend ce qui ressemble à un petit aspirateur qu'il introduit dans la plaie ouverte et commence à aspirer les fluides du corps. La douleur que Sherman ressent est inimaginable. Chaque seconde lui semble une éternité. « Forceps !» appelle le chirurgien, et l'infirmière lui tend ses pinces métalliques qu'il introduit dans l'ouverture du corps de Sherman pour déloger la vésicule biliaire afin de mieux l'examiner. À ce stade, Sherman veut mourir. Il ne bouge même plus ses yeux de gauche à droite, il regarde droit devant lui en espérant que quelqu'un finira par le voir. Et quelqu'un le voit. Une des infirmières, debout à côté du chirurgien, lève les yeux vers le visage de Sherman et voit Sherman la regarder, terrifié. « Arrêtez !» hurle-t-elle, faisant sursauter toute l'équipe. « Il est éveillé, le patient est éveillé !» S'ensuit une scène de panique indescriptible. L'anesthésiste, réalisant son erreur, se précipite pour administrer les analgésiques qu'il aurait dû faire depuis le début afin de soulager Sherman. Le chirurgien interrompt son geste, livide, au bord de l'évanouissement. Mais dans cette panique, dans cette volonté de corriger au plus vite l'erreur pour éviter le scandale, un autre geste lourd est commis, un geste lourd de conséquences. L'anesthésiste, avec ou sans la concertation avec l'équipe, ça on ne le saura jamais, mais sans doute pour couvrir sa faute, injecte à Sherman une dose massive de midazolam. Le midazolam est un puissant sédatif qui est également connu sous le nom de la drogue de l'amnésie. L'idée est d'effacer de la mémoire de Sherman le calvaire qu'il vient de vivre pour éviter les poursuites, le scandale et certains problèmes qui risquent fort de suivre ce genre de choses. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Oui, bien sûr, à son réveil, Sherman n'a aucun souvenir conscient de son supplice. Mais son inconscient, lui, n'a rien oublié. Bien au contraire, ce traumatisme indicible a imprimé dans son esprit une terreur absolue, une angoisse viscérale qui le ronge de l'intérieur sans qu'il puisse en identifier la cause. Il a cette terreur, mais il ne sait pas d'où ça vient, parce que cette déconnexion entre son conscient et son inconscient est en train de le détruire à petit feu. Elle le plonge dans un état de crise de panique, ces hallucinations terrifiantes où il se revoit éventré, torturé sur cette table d'opération, mais il ne sait pas que c'est une table d'opération. Sherman, petit à petit, sombre lentement dans la folie sans comprendre ce qui lui arrive. Sa famille, désemparée, tente bien de lui venir en aide, le faire hospitaliser, de lui trouver les meilleurs spécialistes. Mais comment soigner un mal dont on ignore tout ? Comment guérir une blessure invisible, enfouie dans les tréfonds de la psyché ? Hélas, le supplice de Sherman va connaître une fin aussi tragique que prévisible. 2 semaines seulement après sa sortie de l'hôpital, le 2 février 2006, Sherman Sizemore met fin à ses jours. Lui qui a survécu au pire danger des mines, lui qui a consacré sa vie à réconforter son prochain, succombe finalement à ses démons intérieurs. Il laisse derrière lui une famille anéantie,
rongés par la culpabilité et qui ont des questions sans réponse, beaucoup de questions sans réponse. C'est Ruby, l'amour de sa vie, qui finit par découvrir l'horrible vérité. Elle épluche le dossier médical de Sherman encore et elle finit par mettre à jour l'erreur d'anesthésie, les 16 minutes d'éveil opératoire, comme on dit, et l'injection de midazolam. Toutes ces pièces d'un puzzle macabre qui, une fois assemblées, expliquent la descente aux enfers de son mari. La famille Sizemore porte plainte contre l'hôpital et obtient des dommages et intérêts dont le montant n'a jamais été divulgué. Mais quelle compensation peut effacer la perte d'un être cher? Quel montant peut apaiser la douleur d'avoir vu un homme bon, un roc, un pilier, sombrer dans la folie puis dans la mort à cause d'une erreur médicale? Car il faut que les choses soient claires. Ce qui est arrivé à Sherman Sizemore n'est pas un cas isolé. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus de 20 000 personnes vivent ce cauchemar éveillé qu'on appelle le réveil péranesthésique. Je n'ai pas les chiffres pour la France, mais je suppose que ce genre de choses arrive également. 20 000 hommes et femmes qui se retrouvent prisonniers de leur propre corps, qui assistent impuissants à leur propre opération, qui sont condamnés à une souffrance indicible sans pouvoir l'exprimer. Bien sûr, le cas de Sherman avec ses 16 minutes d'éveil et l'injection massive de midazolam est une rareté, mais c'est une rareté de trop, car au fond, peu importe la durée du supplice, une seconde d'éveil, c'est déjà une seconde de trop. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau récit de l'ombre. Je pense que je serai prêt la semaine prochaine pour un prochain récit. Encore une fois, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.